Le président de la République est arrivé ce soir de N'Djamena, la capitale tchadienne, où il a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays sahélo-sahariens. Mais avant au Tchad, le président a fait une déclaration sur sa participation à cette rencontre importante. Les revendeurs de gaz plaident pour la réduction du prix. Selon eux, le prix du gaz est trop élevé à la livraison. Ils l'ont annoncé aujourd'hui au cours d'une rencontre au siège du syndicat ivoirien des revendeurs de gaz. Et puis en Égypte, la mobilisation contre le pouvoir des frères musulmans continue. Le peuple demande un nouveau gouvernement qui tarde à venir. Et les rassemblements populaires sont souvent le théâtre d'affrontements entre les manifestants et la police. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI1 pour vous informer. Le président de la République est rentré ce soir de N'Djamena, la capitale du Tchad, où il s'est rendu tôt ce matin pour participer au sommet des chefs d'État sahélo-sahariens. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, des membres du gouvernement et des hauts responsables de l'armée nationale. Vous le savez, le président de la République est revenu du Tchad où s'est ouverte la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD. Mais avant, le président Alassane Ouattara, à son arrivée dans la capitale tchadienne, a situé la presse sur les nouvelles orientations de la CENSAD et sur sa participation au sommet. On écoute le président de la République. Venu donc à l'invitation de notre frère et ami, le président Idriss Déby, pour participer à ce sommet de la CENSAD. Nous avions également rencontré le Premier ministre de Libye, qui nous a indiqué qu'il tenait à ce que la CENSAD retrouve une nouvelle dynamique, une orientation plus économique, plus centré sur les intérêts des États et par conséquent nous venons pour apporter notre contribution à ce sommet. Pour moi, venir au Tchad, c'est venir chez moi. Le président est un ami de longue date et je suis très heureux de le retrouver, de venir le soutenir et d'apporter ma modeste contribution. Et le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens qui s'est tenu ce samedi à N'Djamena, la capitale tchadienne, s'est penché sur la relance des activités de cette organisation. Le compte rendu de notre envoyé spécial Awa Touré à N'Djamena. 14 pays présents sur les 28 membres de l'organisation, 11 présidents, un vice-président et 2 premiers ministres venus tous à N'Djamena pour la relance des activités de la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD. Les chefs d'État et de gouvernement ont signé le traité révisé de l'organisation à l'issue du huis clos qui s'est poursuivi à la résidence du président Idriss Déby. Ce traité révisé consacre la réorientation des objectifs de l'organisation afin de faire face aux périls auxquels les États de la CENSAD sont confrontés. Il s'agit de la désertification, du terrorisme, de la circulation à grande échelle des armes de tout calibre, de la présence de narcotrafiquants suréquipés avec pour conséquence des conflits récurrents comme celui que connaît le Mali. Le traité révisé va permettre à la CENSAD d'être plus opérationnelle grâce à une meilleure organisation de ses structures spécialisées, à savoir le Conseil économique, social et culturel et la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. La CENSAD nouvelle doit être un espace de stabilité, de sécurité, d'intégration et de développement durable. Prenant la parole, le président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, s'est dit heureux de participer pour la première fois au sommet de la CENSAD. Il a salué le président du Tchad, président en exercice de l'organisation, pour sa participation au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Abidjan au mois de janvier. Votre présence, Monsieur le Président et chers frères, à ce sommet extraordinaire avait valeur de symbole, celui de votre solidarité à l'endroit de l'Afrique de l'Ouest et notamment du peuple malien et votre décision courageuse d'envoyer plus de 2000 soldats aux côtés des autres forces africaines, notamment ouest-africaines, nous confirme votre volonté et votre sens de solidarité. En ma qualité de président en exercice de la CEDEAO,
qu'il me soit permis à l'occasion de ce sommet de vous rendre hommage, à la fois pour votre vision, votre engagement à nos côtés. Le président tchadien a souligné que la refondation de la CENSAD est nécessaire après plus de 12 années de fonctionnement. Cette mutation était rendue nécessaire par le bilan mitigé, voire globalement négatif, tiré de 12 années d'exercice d'existence de la CENSAD. Les principales innovations de cette révision, c'est le projet de création d'un conseil permanent chargé du développement durable et d'un conseil permanent pour la paix et la sécurité. La communauté des États sahélo-sahariens, composée de 28 pays, avec une population estimée à 350 millions d'habitants et une superficie égale à la moitié de celle du continent, s'est fixé comme objectif l'instauration d'une union économique selon une stratégie intégrant les plans nationaux de développement. C'était plutôt un commentaire de Viviane Haïma. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et Philippe Carter III, l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire, se sont rencontrés à la primature pour examiner les relations entre Abidjan et Washington. Les deux hommes ont parlé de la relance de l'économie ivoirienne avec la contribution d'opérateurs économiques américains. Le compte rendu est signé Alexis Ouedraogo. Pas de répit ce vendredi pour le chef du gouvernement ivoirien. 4 audiences inscrites à l'agenda. La première accordée à la société iranienne Shirin Assal Industrial Group. La compagnie entend accompagner avec des projets. L'objet de sa visite ici, c'est de venir ouvrir une usine de transformation des fèves de cacao en chocolat et en biscuits. Et il dit que pour commencer, c'est un investissement de 20 millions d'euros qu'il va mettre dans cette affaire et que dans le futur, cela pourra évoluer jusqu'à 70 millions d'euros. À sa suite, l'ambassadeur américain a une séance de travail avec Daniel Kablan-Duncan. Philippe Carter III est venu réaffirmer le soutien de son pays à la Côte d'Ivoire. Des choses importantes pour la question comment nous pouvons approfondir notre dialogue pour avancer les relations commerciales bilatérales avec les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour adresser, assurer que la transparence et la bonne gouvernance sera bien appliquée ici à Côte d'Ivoire. Troisième visiteur de la primature ce vendredi, le président fondateur du groupe Eurofins. Ce grand industriel veut étendre ses activités dans le pays. Nous sommes ici depuis 1970 dans le domaine industriel et nous avons l'intention de continuer à nous développer en Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines. Mettant fin aux audiences de la journée, la séance de travail du chef du gouvernement avec les groupes allemands Wolfgang Co. Avec lui, il s'est agi de perspectives d'investissement de l'Allemagne dans plusieurs secteurs d'activité ivoiriens. Nous sommes venus voir aujourd'hui Monsieur le Premier ministre pour lui proposer notre assistance dans le secteur des projets d'eau, pour le pont, pour la route et dans d'autres projets d'infrastructure. Et nous avons parlé avec Monsieur le Premier ministre, bien sûr, comment on peut mettre en œuvre tous ces projets. Vous le savez, le gouvernement avait interdit 3 manifestations prévues pour se tenir aujourd'hui dans la commune de Yopougon, précisément à la place CP1. Interdiction respectée selon l'une de nos équipes de reportage qui en a fait le constat ce midi. Comme vous le voyez sur ces images, aucun manifestant ne s'est rendu à la place CP1. Les riverains sont restés chez eux. Du 20 février au 6 mars 2013, les dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales vont être réceptionnés par la Commission électorale indépendante CEI. L'annonce a été faite par Youssouf Bakayoko, le président de la CEI. C'est au cours d'une réunion bilan de la Commission. Les détails avec Francis Boifo. Les services de la Commission électorale indépendante CEI seront à nouveau ouverts aux candidats du 20 février au 6 mars prochain pour le dépôt des dossiers de candidature en vue du scrutin couplé municipal régional prévu le 21 avril 2013. L'organisation de ce scrutin demeure pour le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, le défi majeur de l'institution cette année.
Il engage le personnel administratif et technique au travail et au respect du règlement intérieur de la CEI. La Constitution guide notre esprit. Notre conscience nous indique la voie à suivre. Et le peuple, à travers nous, fait entendre sa souveraine voix. Nous devons consacrer toute notre énergie à parachever le travail que nous avons largement entamé pour ne pas agir comme ces peintres oubliés qui n'ont pas eu le loisir de terminer leur tableau. Relativement au scrutin législatif partiel du 3 février dernier, le président de la CEI s'est félicité de la bonne organisation de l'élection. Youssouf Bakayoko salue également l'esprit démocratique qui a prévalu durant la campagne électorale. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a reçu ce jeudi le rapport de l'audit commandité par son parti. Ce rapport révèle un passif de 445 millions de francs CFA. Thérèse Yoboué nous en parle. 445 millions de francs CFA, c'est le passif de l'audit commandité par la direction financière du PDCI-RDA. Le plus ancien des partis politiques de Côte d'Ivoire avait ainsi modernisé sa gestion. Les résultats de l'audit ont été remis ce jeudi au président du parti, Henri Konan Bédié, par le directeur général du cabinet. L'organisation comptable est réduite à la tenue manuelle d'un registre annuel de recettes et de dépenses. Aucun document comptable ou financier ne fait état de la situation patrimoniale du parti. Les recensements que nous avons faits avec le principe de prudence qui guide notre métier nous ont conduit à évaluer, à estimer les dettes à environ 445 848 000 francs CFA. Face à ce dysfonctionnement profond, l'auditeur a fait quelques recommandations. Nous recommandons de recruter des personnes qualifiées pour la tenue de la comptabilité, de mettre en place une organisation, des procédures et un système d'information garantissant à la fois la collecte et l'enregistrement exhaustif des cotisations et de toutes les ressources. Quant au président du parti, il a promis faire bonne lecture du rapport pour la conduite à tenir. Nous allons prendre connaissance de ce rapport et nous nous en inspirerons pour la suite du travail, c'est-à-dire la conduite des affaires du PDCI-RDA. Les vice-présidents du parti, les membres du secrétariat général et les membres du conseil politique ont assisté à la remise du rapport de l'audit. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Nyamie Konan, a eu une séance de travail avec la délégation du Haut Commissariat à la modernisation de la République du Niger le jeudi dernier. La délégation conduite par Amadou Saleh Oumarou, Haut Commissaire à la modernisation de l'administration nigérienne, est venue s'imprégner du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Cela en vue de sa mise en application au Niger. Les détails avec Doua Delazer. Voici ce qui attire les gestionnaires de l'administration publique de la République du Niger en visite en Côte d'Ivoire. Le système d'information de l'administration publique ivoirienne. Le gestionnaire des ressources humaines de l'État peut aller encore dans les détails et savoir, par exemple, à la direction des ressources humaines et des moyens généraux de cette direction-là, quels sont les agents effectivement qui sont là et donc afficher la liste des agents. Vous voyez là. L'informatisation et la création d'un guichet unique de l'administration publique sont entre autres les grands chantiers à aborder en 2013 selon le ministre de la fonction publique, Nyamie Konan. Pour lui, seul l'outil informatique peut permettre de gérer efficacement les effectifs et la solde des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Objectif visé, la réduction de la masse salariale de 10% d'ici 2014. Le projet de réforme de l'administration engagé a permis d'identifier plus de 132 729 fonctionnaires réglementaires et environ 7 250 fonctionnaires fictifs sur un effectif d'environ 139 979 fonctionnaires enregistrés. Résultat, un gain sur la masse salariale estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an. Une expérience positive que souhaite partager le haut commissaire à la modernisation de l'État nigérien
Amadou Saleh Oumarou. Avoir le système intégré et qui permet aujourd'hui aux fonctionnaires ivoiriens, où qu'ils se trouvent, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'accéder à un fichier pouvant lui donner des informations sur lui-même et sur l'évolution de sa carrière. L'administration doit fonctionner en ayant à l'esprit de livrer un service public de qualité aux usagers. Pendant 2 jours, la délégation nigérienne a été instruite sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle mis en place dans le cadre de la réforme de l'administration publique en Côte d'Ivoire. L'opération de déguerpissement des clandestins des forêts classées ivoiriennes démarre. Le ministre des Eaux et Forêts et le ministre chargé de la Défense se sont mis d'accord pour la réussite de l'opération baptisée Nigré, car en fait, elle va démarrer dans la forêt de Nigré, dans le département de Taï, où des agents des Eaux et Forêts ont perdu la vie, tués par des clandestins. Abou Sanogo. Un peu plus d'1 mois après la réunion préparatoire, la commission mixte relevant des ministères de la Défense et des Eaux et Forêts a livré les conclusions de ses travaux relativement à la mise en œuvre de l'opération de déguerpissement des forêts classées ivoiriennes. Le plan d'opération a fait l'objet d'une présentation au ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi et au ministre des Eaux et Forêts Mathieu Baboudari. Il s'agit là de sauver et de sécuriser ce qui reste encore de forêts classées en Côte d'Ivoire. Au plan écologique, il y a une norme internationale qui dit que dans chaque pays, il faut au moins 20% du territoire qui soit un couvert forestier. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes largement en deçà. Les populations qui sont venues de partout pour s'installer dans les forêts classées, qui sont la propriété de l'État, il faut que ces populations collaborent. Il faut que ces populations coopèrent, il faut que ces populations acceptent d'elles-mêmes de quitter ces forêts-là afin que l'État puisse faire le travail de réhabilitation et de reconstruction de ces forêts qui sont fortement dégradées. L'opération démarre bientôt dans la forêt classée de Nigré, dans le triangle Sassandra, Soubré, Guéyou, pour s'étendre à l'ensemble du territoire national avec l'appui du ministère de la Défense. Il s'agit de déguerpir des clandestins. Notre intention n'est pas de faire un forcing. C'est pour ça que nous saisissons l'occasion que vous nous donnez ce matin pour demander à la population de faire preuve de compréhension. Selon le ministre des Eaux et Forêts, sur les 231 forêts classées en Côte d'Ivoire, une 50aine regorge de clandestins et recèlent de bandes armées. 5 bandits se faisant passer pour des éléments de la police criminelle ont été appréhendés par des éléments du commissariat du 8e arrondissement de Cocody. Ces bandits sont spécialisés dans le vol d'ordinateurs portables. Les explications d'Abou Sanogo. De cabale pour le gang Ablegade Marus. Ce gang spécialisé dans le vol d'ordinateurs portables sévissait dans les communes de Koumassi, Marcouri, Cocody et Yopougon. Ces 5 individus se faisaient passer pour les éléments de la police criminelle. Ils opéraient dans les taxis et des véhicules banalisés. Ils ont été interpellés par les éléments du 8e arrondissement de Cocody à la suite de nombreuses plaintes. On observe que la détention d'armes automatiques et de faux documents, hélas, est devenue monnaie courante dans le milieu de ces individus. Ces individus ont généralement pour cible des personnes qui sont dans la rue, qui détiennent des ordinateurs portables. Une fois en contact avec ces personnes-là, ils leur font croire qu'ils sont de la police criminelle, ils brandissent des fausses cartes militaires et ils leur font croire qu'ils sont à la recherche des malfrats et qu'un domicile vient d'être attaqué dans les environs et qu'ils sont à la recherche des malfrats. Les usagers qui ne se reprochent absolument rien, étant donné qu'ils sont présentés comme des policiers, se soumettent à une fouille. Et c'est au cours de cette fouille-là que les usagers sont dépouillés de tous leurs biens. Les populations sont donc invitées à la collaboration avec la police. Nous disons à toute personne se trouvant dans une telle situation, la première des choses à faire, c'est de retenir la marque du véhicule, l'immatriculation et la couleur, et porter ces informations à la connaissance de la police pour que nous puissions agir à temps réel. Ces 5 individus seront mis à la disposition du tribunal où ils répondront de leurs actes.
Bientôt, le gouvernement va construire des logements sociaux à l'intérieur du pays. C'est le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui sera chargé de la réalisation de ce projet. Pour une meilleure application de cette politique de logements sociaux, les agents du ministère ont pris part à un atelier de formation où plusieurs préoccupations ont été évoquées. Les détails avec Hugues Eveblé. Des logements sociaux dans les chefs-lieux de région et de département. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui tient à mener à terme cet engagement du gouvernement, a réuni ses relais sur le terrain. Directeurs régionaux, départementaux et chefs secteurs devront faire en sorte que la vision de leur ministère, voire du gouvernement, soit partagée par les autorités locales et les administrés. Parmi les derniers cités se recrutent les principaux bénéficiaires des futurs logements sociaux. Le lancement de toutes ces opérations se fera au plus tard dans un mois, parce qu'en réalité, le gouvernement a autorisé la pré-commercialisation, la pré-souscription, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent un logement social doivent d'abord aller à un guichet pour aller se faire connaître. Et le gouvernement a accepté que la SICOJ réalise cette opération dans l'ensemble des chefs-lieux de région et des départements. Le gouvernement affiche sa détermination à offrir aux Ivoiriens à faible revenu des logements sociaux. Il revient aux directeurs régionaux et départementaux, aux chefs secteurs de faciliter dans leurs zones respectives la construction de ces logements sociaux. Ils devront par exemple aider à une meilleure gestion de la purge des droits coutumiers en identifiant les vrais propriétaires des terrains dont le gouvernement aura à se servir pour la réalisation de son programme. Gorée Bi-Hué est le nouveau président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI. Il a été investi ce vendredi au cours d'une cérémonie marquée par une conférence autour du thème « L'apport de l'écodiplomatie dans le développement de la Côte d'Ivoire ». Par son investiture ce vendredi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au Plateau, Gorée Bi-Hué, journaliste économiste à Fraternité Matin, rentre officiellement dans ses nouvelles fonctions de président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI. L'homme a une fois de plus réitéré ses mêmes engagements lors de son élection le 8 décembre dernier à Grand-Bassam. La formation constitue l'axe majeur de notre programme. La formation initiale, la formation continue ou le perfectionnement pour permettre à ceux qui sont déjà dans le métier, qui ont l'expérience, de continuer à apprendre. La formation par la spécialisation pour avoir des spécialistes. Formation, professionnalisme des journalistes, le temps de son mandat de 3 ans est déjà donné par cette conférence magistrale animé par Yao Kablansaï sur le thème « Émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 », quel apport de l'éco-diplomatie. Il vise à conférer aux représentations diplomatiques et consulaires une mission de promotion économique en servant d'interface entre les opérateurs économiques et étrangers ou entre opérateurs économiques ivoiriens et étrangers, à l'effet d'obtenir des financements, des nouveaux marchés ou des débouchés. Pour relever les défis de la formation des journalistes et de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses confrères, Gorée Bi-Hué s'est entouré d'une équipe composée d'un bureau exécutif, de commissions techniques, de conseillers spéciaux et d'un comité de sages. L'équipe a été présentée ce vendredi aux représentants des ministres des Affaires étrangères, de la communication et de bien d'autres personnalités venues des ambassades et du monde de la communication. Un mot de tourisme dans ce journal, rendez-vous incontournable du marché touristique international. La Foire du tourisme de Madrid organise à chaque édition un forum sur l'investissement touristique et les opportunités d'affaires en Afrique. Occasion pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, de rencontrer des partenaires et des personnalités de l'Organisation mondiale du tourisme à Madrid. On en parle avec Patricia Oumoutia. 33e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid. Journée marquée par l'ouverture officielle du Forum sur l'investissement touristique et les opportunités d'affaires en Afrique, Investour. Objectif, faire la promotion des pays africains en vue d'éventuels partenariats. Journée riche en rencontres pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et la délégation qui l'accompagne. Le ministre et le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, ont évoqué au cours de cette rencontre plusieurs sujets, notamment l'appui de l'OMT dans la relance du tourisme en Côte d'Ivoire.
Nous avons discuté de tous les aspects de la coopération, aussi bien au plan technique qu'au plan politique. Nous nous sommes mis d'accord sur l'assistance technique que l'organisation va apporter au secteur touristique en Côte d'Ivoire. C'est une première étape d'un ambitieux programme pour réactiver les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale du tourisme. En début d'après-midi, le ministre du Tourisme a donné une conférence de presse soutenue par une projection sur les potentialités de la Côte d'Ivoire. La récente réunion des bailleurs de fonds à Paris, en France, initiée par le chef de l'État lui-même en décembre 2012, a mobilisé des fonds de plus de 4 000 milliards de francs CFA, plus de 6 milliards d'euros, pour le financement du PND, le Programme national de développement, dans lequel le tourisme est une composante essentielle. Échange enrichi par des questions, notamment sur l'aspect sécuritaire et l'existence de réceptifs hôteliers de haut standing. Roger Kakou a rassuré les touristes et les clients potentiels de la destination Côte d'Ivoire. Deuxième titre de ce journal, les revendeurs de gaz butane déplorent le prix élevé du gaz à la livraison par leurs fournisseurs. Ils l'ont annoncé aujourd'hui au cours d'une rencontre au siège du syndicat ivoirien des revendeurs de gaz dans la commune d'Abobo, Doigt de Lazer. Les grilles et portes des magasins de vente du gaz butane sont encore fermées à Abidjan. Selon les revendeurs, les prix à la livraison des bouteilles de gaz ne font plus leur affaire. Ce magasin est scellé parce qu'elle n'a pas respecté le prix de l'État. La B6, les marketeurs nous livrent à 1835 francs et on nous demande de vendre à 2000. La B12, 4935 francs. On nous demande de vendre à 5200. Sur la B6, pour avoir 16 000 francs, il faut vendre 100 bouteilles. Un magasin comme ça, ça coûte 60 000. Tu ne peux pas. Le secrétaire général du SIGAZ, syndicat ivoirien des revendeurs de gaz, Ouraga Gbalou Evariste, plaide pour l'annulation des amendes infligées aux revendeurs dont les magasins n'ont pas affiché les prix de vente indiqués par l'État et l'augmentation de leur marge bénéficiaire. Nous voulons avoir 20% sur la B12. Lorsqu'on nous cède la B12 à 4 350, nous mettons les 20%, nous avons 5 200. Nous avons voulu avoir 25% sur le prix de cession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on gagne la B6 à 1600, nous appliquons 25%, nous vendons la B6 à 2000. Si nous acceptons le prix indiqué, il est déjà dit, nous vendons à perte. Les magasins de revente du gaz butane sont encore fermés, dans leur majorité depuis un mois. Une situation peu réluisante pour les commerçants de ce secteur d'activité qui attendent qu'une solution soit trouvée à leurs revendications. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, la mobilisation contre le pouvoir des frères musulmans continue. Le peuple demande un nouveau gouvernement qui tarde à venir et les rassemblements populaires sont souvent le théâtre d'affrontements entre les manifestants et la police. Regardez. Le palais présidentiel au Caire, nouveau lieu de rassemblement de l'opposition égyptienne. Musulmans et chrétiens, hommes et femmes de toutes les générations se retrouvent ici pour faire entendre leur voix. Tous accusent le président islamiste Mohamed Morsi de trahir la révolution qu'il a portée au pouvoir. J'essaie d'exprimer mon opinion en venant ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Je viens donc pour le dire, pour protester. Nous sommes tous contre ce qui se passe dans notre pays. Ces opposants réclament depuis des semaines un nouveau gouvernement plus représentatif. Ils s'inquiètent de la mainmise des islamistes sur les institutions du pays. Pour eux, le nouveau pouvoir a échoué et doit s'en aller. Les frères musulmans nous diront qu'ils sont arrivés au pouvoir par les urnes et qu'ils sont légitimes. Nous leur répondrons Moubarak aussi était légitime comme eux. Nous avons insisté pour le faire partir. Et là, nous demandons à Morsi de partir. Nous ne lâcherons pas, il va partir. Ces manifestations presque quotidiennes donnent lieu à des face-à-face avec la police. Les forces de l'ordre interviennent souvent brutalement pour disperser la foule. 60 personnes ont été tuées en janvier lors de heurts avec la police. Les partisans du président Morsi accusent des opposants d'être responsables de cette violence. Le gouvernement propose pour sa part une loi pour réguler les manifestations. De nouvelles restrictions en perspective qui risquent d'aggraver la situation.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI 1.